Développeurs, développeuses, salutations. Vous avez déjà sans doute remarqué les nodes avec une petite horloge placée en haut à droite. Ce sont des nodes qui vont conditionner la suite de l'exécution du code. Par exemple, le node délai va compter jusqu'à 2 avant de poursuivre l'exécution. Un autre exemple, c'est celui du node async load asset, où vous pouvez exécuter du code seulement lorsque l'asset est chargé en mémoire. Ces deux nodes ont un fonctionnement dit asynchrone puisqu'ils ne vont pas bloquer le GameThread qui appelle par exemple le tick à chaque frame. Pour développer nos propres nodes qui ont une action asynchrone, nous avons deux classes C++, la classe BlueprintAsyncAction et la classe PendingLatentAction. Si ces deux nodes ont une apparence similaire, sachez que leur fonctionnement est assez différent. Chaque classe va avoir son cas d'usage. Pour vous expliquer tout ça, j'ai créé quelques exemples qui utilisent les deux classes que j'ai mentionnées. Sachez, pour ceux qui le souhaitent, que vous pouvez télécharger le projet sur Ko-fi et bientôt sur le site web Lost in Game Studio. Pour ce premier exemple, j'ai créé une fonction basée sur la classe BlueprintAsyncAction, iterate_over_array, qui va permettre de parcourir tous les éléments du tableau selon un temps donné. Je vais avoir des inputs de manière classique, par exemple le start delay. La fonction va attendre 2 secondes avant de s'exécuter. Je vais lui fournir un tableau, un petit booléen invert pour savoir si je commence au début du tableau ou à la fin du tableau. Et enfin la duration, il va mettre 5 secondes pour parcourir tous les éléments du tableau. La particularité de cette classe, c'est que vous n'avez qu'un seul input execution PID, donc vous ne pouvez pas modifier la façon dont s'exécute le code. Par contre, vous pouvez créer plusieurs output execution pin ainsi que des variables. Par exemple, ici, j'ai complete et loop. Loop va être appelé à chaque fois que la fonction va changer d'élément et je vais pouvoir récupérer le nombre ainsi que l'index de l'élément et l'afficher par exemple dans un print string. Le complete va être appelé une fois qu'il aura parcouru tous les éléments du tableau. Vous allez avoir l'output execution par défaut, qui est appelé immédiatement après que la fonction a commencé à s'exécuter. Je vais vous montrer son fonctionnement. Donc ici dans le Plain Editor, il appelle la fonction, donc j'ai le out, il attend 2 secondes et il commence à itérer à travers le tableau et il met 5 secondes pour parcourir tout le tableau et j'ai bien mon complete qui est appelé. La fonction iterate_over_array ne va s'arrêter que lorsqu'elle aura fini de parcourir tous les éléments du tableau. Si elle est de nouveau appelée alors que l'exécution est encore en cours, il va se passer la même chose que ce que l'on a sur le node délai, c'est-à-dire absolument rien. En parlant du node délai, passons au deuxième exemple. J'ai créé une fonction translateActor qui est basée sur la classe PendingLatentAction qui va me permettre ici tout simplement de translater un actor façon ping-pong. Ici, il va commencer au start, il va aller jusqu'au target, et puis il va aller du target jusqu'au start, et ainsi de suite. La particularité de cette classe, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs input execution pins, donc vous allez pouvoir modifier la façon dont va s'exécuter le code. Par contre, vous allez avoir qu'un seul output execution pin, donc ici le complete, et celui-ci va être appelé selon une condition, donc là ça va être lorsque je vais stopper le mouvement. Je vous montre son fonctionnement. Donc quand j'appuie sur le bouton gauche de la souris, j'ai le mouvement qui s'exécute, et quand je relâche le bouton, le mouvement s'arrête, et j'ai bien le movement stopped qui est appelé. J'ai un autre exemple, la fonction performRotation, qui est basée sur la même classe et qui va fonctionner un peu différemment de translateActor. Tout simplement, cette fonction va pouvoir s'arrêter toute seule. Ici, je devais l'arrêter manuellement. Ici, je peux toujours l'arrêter manuellement, mais si mon actor fait sa rotation de 90 degrés, dans la condition que je lui ai donnée, il va pouvoir stopper la fonction et donc appeler l'output execution pin complete. Je vous montre comment elle fonctionne. Donc en appuyant sur la touche T, je vais avoir mon cube qui va faire une rotation de 90 degrés. Donc j'ai la possibilité de l'arrêter en cours d'exécution. Et à chaque fois que je vais appuyer sur T, je vais avoir un delta de 90 degrés sur mon cube. Maintenant que l'on a vu ces différents exemples, je vais vous montrer la procédure pour créer ces différents nodes en C++. On va commencer avec la classe PendingLatentAction, c'est la plus simple. Donc vous devez créer votre classe à partir de la classe fPendingLatentAction, inclure latentAction.h et vous allez avoir besoin de plusieurs choses.
Tout d'abord un constructeur qui contient tous les inputs nécessaires pour exécuter votre opération. Donc moi dans mon cas c'est faire bouger un acteur d'une position à une autre. Donc ici j'ai un pointeur vers mon acteur. J'ai le start location et target location. La structure très importante f latent action info qui contient toutes les informations nécessaires à propos de votre latent action. Et deux autres paramètres, la tolérance et la vitesse. La structure f latent action info contient des données très importantes comme le nom de la fonction qui doit être exécutée au complete, l'output link qui est un int32 qui est associé à cette fonction pour identifier en fait l'execution pin sur votre node, et enfin l'objet dans lequel se trouve cette fonction qui est un weak object pointer. Je vous rassure tout de suite, ces informations-là sont initialisées automatiquement lorsque vous allez créer une nouvelle instance de votre classe. Ensuite, vous allez avoir besoin d'override la fonction updateOperation. Donc cette fonction va être appelée à chaque frame et vous allez devoir lui fournir une réponse. Donc on va aller voir ça en détail après. Et enfin, vous allez avoir besoin, si nécessaire, donc ça c'est pour les debugs, d'override la fonction getDescription qui va vous permettre d'afficher des informations juste au-dessus du node. Donc je vais pouvoir vous montrer ça rapidement. Ici, si je prends cette fenêtre comme ceci, voilà, j'essaie d'afficher ça. Donc là, par exemple, pour le Translate Actor, on va avoir des informations qui vont s'afficher juste au-dessus. Si je clique sur la souris, voilà. Donc là, en fait, j'ai tout simplement le temps qui reste avant qu'il atteigne la prochaine position. Donc je vais mettre, juste pour vous montrer, 0,5. Pour que vous puissiez voir. Donc ici, voilà, c'est normalisé de 0 à 1, et en fait, ça va jusqu'à 0, il atteint sa position, et ça recommence. Voilà, donc ça, c'est possible d'afficher ces informations-là avec la fonction getDescription. Pour le reste, ce sont des variables publiques ou privées que je vais initialiser grâce au constructeur. Dans mon fichier source, à la construction, j'initialise toutes mes variables. Ensuite, dans la fonction updateOperation, je vais créer toute la logique qui va me permettre de faire bouger l'actor. Donc je ne vais pas revenir ici dans la vidéo en détail sur l'algorithme, je vous laisserai aller voir dans le projet si vous êtes intéressé. La seule chose que je vais vous expliquer, c'est que ici vous devez lui fournir une réponse qui va permettre d'indiquer en fait si l'updateOperation doit continuer à s'exécuter ou s'il doit s'arrêter. Donc vous allez avoir trois réponses possibles. La première, ça va être le doneIf. Donc si la condition est remplie, ici ça va être ma variable complete, donc mon booléen complete, s'il passe à vrai, il va stopper l'opération, par contre il ne va pas trigger le complete. Donc tout ce que vous avez derrière ici ne va pas être exécuté. Ensuite, vous avez le trigger link qui va faire l'inverse. Il ne va pas stopper l'opération, par contre, il va appeler le complete execution pin. Donc ça peut être très utile si dans votre logique, vous voulez appeler le complete execution pin sans stopper l'opération. Vous devez lui fournir trois paramètres. Donc c'est les trois paramètres que moi j'ai sauvegardés dans mes variables privées. Le fname execution function, le int32 qui est mon output link et mon callback target qui est l'objet, le weak object pointer. Et enfin, la dernière réponse, c'est le finished and trigger if, qui est une combinaison des deux. Il va stopper l'opération et il va appeler le complete execution pin. Et enfin, pour finir, la fonction getDescription. Donc n'oubliez pas les préprocesseurs, il doit être utilisé uniquement dans l'éditeur, ça sert à rien en runtime. Pareil dans le .h, j'ai oublié de vous en parler. Donc cette fonction, vous devez lui retourner un fstring, donc qui va vous permettre d'afficher une information au-dessus du node, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Donc ici, j'ai juste fait translate actor like ping pong, avec le temps restant jusqu'à sa prochaine position. En ce qui concerne ma classe perform rotation action, la petite différence avec le translate action, c'est que ma variable complete est passée à vrai une fois qu'il a exécuté le mouvement. Donc il s'arrête automatiquement et il trigger le complete execution pin. Dans le translate action, le complete est passé à vrai uniquement quand je vais stopper manuellement l'exécution. Maintenant que l'on a notre pending latent action, il nous faut faire le nécessaire pour pouvoir créer une instance dans notre blueprint graph. Donc, par exemple, ici, si j'appelle translate actor, je crée une nouvelle instance. Donc pour ça, on va utiliser les blueprint function library.
Dans cette classe, je vais créer deux fonctions statiques qui ne retournent rien, qui correspondent aux deux actions que j'ai déjà créées, donc le translate action et le perform rotation action. Donc je vais retrouver les mêmes variables en input, sauf que j'ai ajouté ici le tenum as byte translate actor statut type statut qui va me permettre d'utiliser les entrées des enums comme input execution pin. Donc pour ça, vous devez préciser dans les méta expand enum as exec et préciser en fait le nom de la variable statut. Donc c'est ce que j'ai donné ici. Vous devez aussi préciser dans les méta que c'est une fonction latent et vous devez préciser le latent info qui est en fait la variable, le nom de la variable pour votre structure latent action info. Le reste, c'est des choses que vous devez connaître, hein, le world context, le hide pin, le default to self. Dans le fichier source, le principe, ça va être de récupérer le world, donc avec le get world from context object, pour pouvoir récupérer le latent action manager. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir chercher si vous avez déjà en fait une action qui existe, qui a déjà été créée. Donc là, vous précisez le type de votre action. Donc là, ça va être le F translate action et les latent info. Donc là, c'est votre structure. Donc je vous le reprécise, c'est initialisé automatiquement pour vous. Donc si cette translate action n'existe pas, vous allez devoir la créer. Donc moi ici, je le fais au start. Donc je crée une nouvelle instance de ma classe en fait de translate action en lui indiquant là dans le constructeur mes variables que j'ai dans ma fonction translate actor et je vais pouvoir ajouter cette action au latent action manager. Donc là ici je vais devoir lui préciser en fait ce que j'ai dans ma structure, dans le latent info, callback target, le UID et le translate action. Donc ça c'est mon instance que j'ai créée. Si ma fonction translate actor est de nouveau appelée mais avec un statut différent, donc avec le stop, si mon translate action existe, eh bien je vais tout simplement set mon complete à vrai, ce qui va automatiquement appeler le complete execution pin et stopper l'opération. Une fois que vous avez fait ceci pour toutes vos actions, vous allez pouvoir créer une instance de votre action dans le blueprint graph. On passe ensuite à la classe blueprint async action. Donc c'est une classe qui est un peu plus complexe. Il y a moins de choses qui sont faites automatiquement. Disons que si vous avez vu ma vidéo sur le timer manager et sur les delegates, eh bien vous allez beaucoup mieux comprendre comment elle fonctionne puisque c'est un mélange des deux. Pour créer votre classe, vous devez hériter de la classe uBlueprintAsyncActionBase. Donc attention, c'est une classe qui est basée sur uObject, donc vous devez rajouter toutes les macros nécessaires que vous devez connaître et inclure qui se mettent blueprintAsyncActionBase.h. On commence avec la particularité de cette classe qui est de créer plusieurs output execution pins ainsi que des variables en output. Pour ça, vous devez déclarer un dynamic multicast delegate qui va faire office d'output avec le nombre de paramètres que vous souhaitez. Alors c'est très important d'en créer qu'un seul. Si vous en créez plusieurs, ça ne va pas fonctionner. Il va utiliser le premier que vous déclarez. Et du coup, vous devez indiquer le nombre de paramètres dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez pouvoir créer plusieurs variables, autant que vous voulez, pour définir vos outputs. Par exemple, dans mon cas, ça va être le complete et le loop. Ensuite, vous allez devoir créer une fonction statique qui va vous permettre de créer une instance. Donc ici, on doit retourner l'instance qui est créée dans le blueprint graph. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire directement dans les blueprint function library. Et vous allez spécifier les inputs que vous souhaitez pour votre opération. Donc par exemple ici le word context object, le start delay, le tableau, mon booléen et la durée. En ce qui concerne les méta, vous devez spécifier le blueprint internal use only à true et le world context. Ensuite, vous allez devoir override la fonction activate qui va être appelée une fois qu'une fonction va être bind à votre delegate. Et dans cette fonction, on va créer un timer qui va appeler une autre fonction, internal tick par exemple, dans lequel on va créer toute la logique. Pour le reste, ce sont des variables et des fonctions que vous déclarez en fonction de vos besoins. Dans ma fonction iterate over array, je vais créer une nouvelle instance avec la fonction newObject uIterate over array. Si cette instance est valide, je vais initialiser mes variables et ensuite je vais retourner cette instance. Dans la fonction activate, je vais vérifier si mon node
est déjà active, si mon instance est déjà en cours d'exécution. Si c'est le cas, je fais un return pour éviter les problèmes. Dans le cas contraire, je vais vérifier que le world context est valide, je vais en avoir besoin pour set le timer et je vais indiquer que mon instance est en cours d'exécution en passant active à vrai. Ensuite, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir initialiser quelques variables. Contrairement à la classe Pending Latent Action, où vous aviez l'update operation qui était appelée à chaque frame, ici vous allez devoir définir une fonction qui va être appelée grâce au Timer Manager à la fréquence que vous souhaitez. Je crée un timer delegate dans lequel je vais bind ma fonction que je veux appeler avec mon timer qui est l'internal tick. Et ensuite, grâce au Timer Manager, je vais set un timer, je lui renseigne le timer handle, le timer delegate que j'ai créé précédemment, la fréquence à laquelle je vais appeler ma fonction, indiquer si elle est loop ou pas, donc là dans mon cas ça va être à vrai, et mon start delay. La fonction internal tick contient la logique pour parcourir tous les éléments du tableau, notamment le loop qui va être appelé à chaque fois qu'internal tick va être appelé, et une fois que tous les éléments du tableau auront été parcourus, la fonction internal complete va être appelée. La fonction internal complete contient la logique nécessaire pour stopper le timer et appeler le delegate complete. On passe aussi le booléen active à false afin de pouvoir de nouveau lancer l'action. Dernière subtilité, votre instance qui est créée ici va être détruite si le world context est détruit. Dans le cas où vous voudriez contrôler la durée de vie de votre instance, plus précisément, vous pouvez l'enregistrer auprès du game instance. Donc lui, il est valide tout le temps que le jeu est lancé. Par contre, il vous appartient d'appeler la fonction setReadyToDestroy afin d'indiquer au garbage collector qui peut détruire cette instance. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les Blueprint Latent Action. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir en plus d'améliorer le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez retrouver sur Ko-fi le projet de ce tuto, c'est gratuit, profitez-en. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Développeurs, développeuses, salutations.